ce qui est important, c'est que cette division en piliers amène aussi autre chose. Le premier pilier légal par répartition, sécurité sociale par exemple, régime de base, est un régime qui serait, ça n'est pas remis en cause, géré par l'État. Très bien. Mais on sait que c'est un régime minimum, le plus faible possible. Mais ce sera un régime d'État. Le deuxième pilier, lui, c'est un régime professionnel, donc, alors, agir quoi coup, mais par capitalisation. Et l'intérêt, là, c'est que on sort de la compétence de l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe par un régime par capitalisation, et que ce système est commun, entre guillemets, dans toute l'Europe, eh bien, il peut être géré directement par l'Europe, par les instances européennes, par des instances européennes. Voilà. Comment s'approprier les épargnes nationales. Intéressant. Bien. La Commission affirme à la fois que cette distinction est présente en principe, les trois piliers là, en principe partout en Europe, elle dit que ça existe déjà, ce qui est vrai, d'accord, et qu'elle servira de base à la définition du champ de compétences communautaires. Nous y voilà. Cet élément est donc particulièrement important parce que on voit là l'influence de plus en plus prégnante, prépondérante du droit communautaire sur le droit des États. On essaye de faire passer donc, une grande partie des systèmes de retraite en droit communautaire et non plus en droit privé ou en droit des États. D'accord ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la communauté européenne ne reconnaît pas, ça ne prend pas en considération l'originalité, on va dire, du système français de retraite. Ça permet de l'éliminer des radars et d'essayer de le faire rentrer dans le droit communautaire. Bon. La gestion française des régimes de retraite n'est pas aujourd'hui prise en compte par le droit communautaire. Les régimes obligatoires sécurité sociale sont considérés aujourd'hui comme des régimes accidentels. C'est le mot de l'Union européenne. Ce sont des régimes accidentels. C'est-à-dire, oui, ils ne devraient pas exister, quoi. Voilà. Ils sont accidentels. Les seconds, c'est-à-dire ceux par capitalisation, eux, en revanche, ils ne peuvent pas échapper au principe de la concurrence. Libre et non faussée, bien sûr. Alors que les premiers y échappent accidentellement. Mais ça peut être revu, évidemment. En 1997, l'Union européenne publie un livre vert, ça c'est appelé comme ça, sur les retraites complémentaires. Ça s'appelle les retraites complémentaires dans le marché unique. Ça date du 10 juin 1997, ça. Elle suggère que les régimes de capitalisation peuvent faciliter la réforme des systèmes par répartition. Elle propose en 1997, la Commission européenne, de relever l'âge de la retraite, d'allonger la durée des cotisations, ainsi de suite. En mars 2000, ça c'est le sommet de Lisbonne, en mars 2000, le Conseil européen définit l'objectif de porter d'ici 2010, à l'époque, le taux d'emploi moyen total de 61 à 70% de la population. Pour les femmes, de 51 à 60%. Au boulot, tout le monde. Les gens ne travaillent pas assez et pas assez longtemps. Le taux d'activité des travailleurs de plus de 65 ans doit passer au moins à 50%, dit-elle.
qu'effectivement, quand on est dehors à 50 ans, eh ben, on ne travaille pas assez. Et pourquoi on ne travaille pas assez? Parce qu'on ne cherche pas de boulot. Et pourquoi? Parce qu'on est trop indemnisé. Voilà. Et qu'on n'épargne pas. Et qu'on n'épargne pas. Voilà. Les choses sont simples. Hein. Le 6 février 2001, notre tristement célèbre Bolkestein, vous vous rappelez, 2001, estimait que le vieillissement de la population et l'allongement de la durée de vie représentent une bombe à retardement pour les systèmes de retraite par capitalisation. Par répartition. Par répartition. Par répartition. Pas décapitalisation. Ah, pardon, par répartition. Je suis. C'est en dramatisant. Donc il faut dramatiser ce contexte alarmiste pour faire passer les recommandations de l'Union européenne sur la retraite. Voilà. Barcelone en 2002, parce qu'ils font des sommets, hein, ils ne rigolent pas. 2002, 15 et 16 mars, Barcelone. Les États s'engageaient à chercher, d'ici 2010, donc de 2002 à 2010, à augmenter progressivement d'environ 5 ans l'âge moyen effectif auquel l'activité professionnelle cesse dans l'Union européenne. Autrement dit, ils s'engageaient à rallonger d'au moins de 5 ans la durée des cotisations ou du travail. Voilà, en 2002. 2003, l'Union européenne adopte définitivement une directive destinée à encadrer les institutions de retraite professionnelle. Celle-ci ne concerne pas les institutions de sécurité sociale, hein, ni les institutions qui fonctionnent par répartition. Mais elle vise à mettre en place un cadre commun pour notamment développer les prestations de retraite privées transfrontalières. Là, il y a deux éléments intéressants. Bon, vous l'avez noté. D'abord, on fait apparaître les systèmes traditionnels par répartition, enfin par capitalisation, comme renfort des systèmes par répartition. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une reconnaissance de la définition en piliers, ces fameux 3 piliers de la protection sociale. Et à partir de là, tout va s'organiser autour de ça, avec cette notion des 3 piliers. En 2005, lors de la réforme du volet préventif et correctif du PSC, du traité de stabilité, du pacte de stabilité et de quoi d'ailleurs? Coordination et gouvernance. Non. Oui, enfin c'est devenu ça. C'est devenu ça. Sont introduites 2 dispositions relatives aux retraites. En 2005. Hein. La première dispose que toutes les évaluations des politiques nationales par le Conseil de la Commission prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation. C'est écrit dans la loi. La seconde assouplit l'application des sanctions pour les États ayant un déficit excessif, mais mettant en œuvre cette réforme. Autrement dit, le chantage est clair, on fait l'impasse sur vos petites misères si vous mettez en œuvre le système des 3 piliers. Voilà. D'accord. 2011, c'est ils adoptent le six-pack, le six-pack là, pour parler français. Le six-pack. Vous avez écrit ça? Six, comme en anglais, six. Le six-pack. Hein, c'est-à-dire, c'est un paquet de 6 directives. Voilà, c'est pour ça que ça s'est appelé comme ça. Il y a 6 directives. Et ça a été voté en paquet. Ça, c'est important. On ne discute pas directive par directive. Paquet cadeau. C'est le paquet cadeau. Ça, c'est la mode. Voilà. Donc, il y a parfois il y a eu des two-packs, des packs de 2. Voilà.
Ça, c'est comme la bière, c'est 6. Bon. Donc le CIPAC, au passage d'ailleurs, l'Union européenne n'a jamais acquis de compétences institutionnelles pour intervenir dans les régimes de retraite. Hein. Jamais il a été dit nulle part dans aucun texte que l'Union européenne avait la compétence de faire ça. Oui. Ouais, mais ils font des directives. Elle se l'est donnée. Hein. Oui, enfin bon, On est oui. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le CIPAC? Alors, dans le CIPAC, il y a 3 choses intéressantes. Le programme de stabilité remis par les États devra comporter des informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement. C'est-à-dire que les régimes de retraite sont sous contrôle. Deuxième chose intéressante, le rapport remis au Conseil par la Commission en cas de déficit excessif tiendra compte de tout passif implicite lié au vieillissement démographique. Toujours sur les retraites. Troisième chose, toutes les évaluations effectuées par la Commission et le Conseil prennent dûment en considération non plus seulement la mise en œuvre des réformes des retraites consistant à l'introduction de la capitalisation, hein, mais également le coût net pour le pilier géré par les pouvoirs publics. Que celui-là d'ailleurs. Hein. D'accord ? Ainsi que les caractéristiques de l'ensemble du système de retraite, en examinant notamment s'il s'inscrit une viabilité à long terme sans accroître les risques pour la position budgétaire à moyen terme. Voilà. Autrement dit, là, tout est bouclé, tout est sous contrôle. D'accord ? Pour terminer avec la Commission européenne, les dernières ou les récentes recommandations sur le programme de stabilité français confirment que ce qui était une influence, ou ce qu'on voyait comme une influence de Bruxelles, n'est plus une influence, mais une exigence. Là aussi, ça a changé de nature, si je puis dire. Hein. Ce qui était des recommandations, ça devient des directives. D'accord ? Dans les recommandations du 29 mars 2013, donc ça, ce sont les dernières, hein, les commissaires européens demandent à la France, c'est pour François ça, c'est pour François, de prendre des mesures d'ici à la fin de l'année 2013 pour équilibrer durablement le système de retraite en 2020 ou plus tard. Par exemple, en adaptant les règles d'indexation, en augmentant encore l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et en réexaminant les régimes sociaux, tout en évitant une augmentation des cotisations sociales patronales. La citation est complète. Donc, les choses sont passionnantes hein, quand on les regarde de près. Transparent. Donc on voit que ces régimes, la vision qu'ont ces régimes de ces institutions hein, multilatérales sont c'est un changement de société. Là, ça va. On n'est plus dans la réforme. C'est un projet différent de société. On passe de la solidarité, on passe de la solidarité, notamment instaurée par le CNR, à un monde ultralibéral. Individualiste, ultralibéral. Chacun pour soi. C'est une bascule. Ils appellent ça la Révolution blanche. Blanche. C'est à cause des têtes blanches. Non, ils appellent ça la Révolution blanche parce que ça se fait sans armes. Sans armes, d'accord. Elle n'est pas rouge. Non, même pas l'arme blanche. Oui. Oui, mais c'est trop rouge, les œillets. Non, c'est la Révolution blanche. Voilà. Bien. Donc, depuis 20 ans, je m'arrête après. Alors attends, donc il te reste une demi-heure, en tout, il reste une demi-heure, donc Encore encore 5 un minutes. quart, peut-être 10 minutes. 10 minutes pour toi, et D'accord. 10-15 minutes, ça peut D'accord. aller. Donc, ces recommandations, vous voyez le puzzle, comment ça se met bien en place, hein, Banque mondiale, tout de suite derrière, le FMI met en place, et puis l'Union européenne obtempère dans le même temps. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont
tout a commencé en 90. Voilà. Puis après, bon, selon le rythme des uns et des autres, on a... Mais vraiment, la mécanique, on voit bien que la mécanique est en place. Donc quand le MPEP, par exemple, dit l'Union européenne, alors souvent on nous fait le reproche de temps en temps, disant oui mais vous l'Union européenne, évidemment, mais l'Union européenne n'est pas responsable de tout quand même. Si, si. Si, elle est responsable de tout. Et en clair, là, en clair. Et puis là, elle a des avantages. sur les régimes de retraite, en clair. Alors, évidemment, ça a une traduction chez nous. Et ça a une traduction quasi immédiate. C'est-à-dire que là, on passe à la phase 2, qui est, en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Donc, depuis 93. Hein, recommandation 90, 93... Alors, pardon, 91. 91. Il y en a un qui embraye tout de suite, c'est Rocard. Le livre blanc. Ah, le livre. Eh oui. Le livre blanc sur les retraites. Il embraye tout de suite sur les dictates, entre guillemets, de la Banque mondiale. Dans son chapitre 4, qui s'intitule, c'est beau, hein, garantir dans l'équité les retraites de demain. C'est fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut substituer en partie la capitalisation au système par répartition, par des fonds de pension. Hein. Faire constituer des réserves aux caisses par répartition et les placer sur les marchés financiers. Même là. C'est-à-dire, là, il faut constituer des fonds de pension. Et les régimes par répartition, qui sont l'antithèse du fonds de pension, eh bien, on va les obliger à faire des réserves pour alimenter les marchés financiers. Rocard. Rocard, je ne vous raconte pas son histoire, PSU. C'est un socialiste. Deuxième chose qu'il dit dans son livre blanc, aménager les régimes par répartition en adaptant la durée d'activité, en augmentant progressivement la durée de cotisation pour une pension complète. Rocard 91 toujours. Il continue le bougre. Coordonner la durée d'assurance entre les régimes. Tiens. Sous prétexte de réduire les inégalités en alignant les régimes de retraite des salariés d'État sur le privé. Ça a été fait. Durcir les conditions de liquidation de la retraite des régimes spéciaux. Par exemple, ça a été la remise en cause de l'attribution des trimestres pour enfants. Bon. Modifier le calcul des pensions. Bah oui, pour les faire baisser, évidemment. En modifiant le calcul des périodes de référence. C'est comme ça qu'on est passé des 10 meilleures années aux 25. Voilà. Désindexer la revalorisation des retraites, des salaires, pour l'indexer sur les prix. Et ça a été fait. Ça a été fait. Maîtriser les effectifs de la fonction publique. Tout ça vient du livre blanc de 91. Il fallait quelqu'un, Rocard en a rêvé, Balladur l'a fait. 93, réforme des retraites Balladur. C'est la deuxième cohabitation, hein, l'époque, 93-95. Je dis ça parce que ça veut dire que Balladur était Premier ministre, mais il aurait pu se faire claquer, puisqu'on était en cohabitation par le président à l'époque. Celle de 93, c'est une des plus importantes de l'histoire des retraites. Parce que ça a vraiment entamé le processus. Ouais. C'était Sarko qui était ministre du budget. Oui. D'ailleurs, en 93. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette réforme Balladur? Elle a principalement allongé la durée des cotisations. D'accord. Et elle sera ensuite complétée en 2003, complétée entre guillemets, hein, par la loi Fillon sur la retraite. D'accord. Donc allongement
Ça a été la première allongement et nombre d'années prises en compte. C'est là où on est passé de 10 ans à 25. 150 trimestres à 160 trimestres. C'est-à-dire 40 ans au lieu de 37 ans et demi. Hein, c'était le... Voilà. Les pensions sont calculées, je disais, sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures. Et ça fait une vraie différence. De plus, chaque année, au 1er janvier, la durée augmente d'1 an. Pour un temps de 25 ans. C'est-à-dire, on est parti de 10, puis ça a augmenté pour attendre 25 ans. Création d'un fonds de solidarité vieillesse, chargé de financer les avantages non contributifs. C'est-à-dire le minimum vieillesse. Conséquences en matière de pension de la réforme Balladur. Il y a une étude de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en 2008. Pour 6 retraités sur 10, la réforme Balladur a conduit au versement d'une pension moins importante que celle à laquelle ils auraient pu prétendre sans réforme. La différence est en moyenne de moins 6% pour l'ensemble de la population. C'est la CNAP qui fait cette étude-là. Une autre étude du ministère du Travail, réalisée en 2009, celle-ci, a estimé que les hommes ont en moyenne repoussé leur cessation d'activité de 9 mois et demi par rapport à celle de 93, et les femmes de 5 mois. L'effet moyen serait donc un report de 8 mois, alors que la réforme de 93 augmente la durée de cotisation de 30 mois. C'est-à-dire que systématiquement, il y a ce qu'on appelait une décote. Parce que l'augmentation de la durée légale n'est pas égale à l'augmentation de la durée effective faite par les salariés. Il va plus vite et plus loin. Beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Mais c'est un moyen de faire baisser les retraites. D'accord. C'était pas complet ça, 93 Balladur. Donc 95 Juppé. Alors celle-là, on s'en souvient. Il annonce ça le 15 novembre 95. Le 16, tout le monde était dans la rue. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Juppé? Il voulait aligner les régimes des fonctionnaires sur les entreprises publiques, sur les secteurs privés, pardon. Et les entreprises publiques aussi sur le secteur privé, EDF, SNCF, ainsi de suite. 4 mesures. Sur 4 mesures, il y en a 2 qui sont passées, il ne faut pas oublier, quand même. Et il y en a 2 qui ont été retoquées. Alors, allongement de la durée de cotisation, ça a continué. Établissement d'une loi annuelle de la sécurité sociale qui fixe des objectifs de progression des dépenses et qui envisage la mise en place des sanctions pour les médecins qui dépassent ces objectifs. Le vieillissement, enfin entre guillemets, le vieillissement et la protection sociale au sens sécurité sociale, maladie du terme, sont liés. Donc quand on parle de remise en cause de la protection sociale, de la sécurité sociale en particulier, il ne faut jamais le délier de la retraite. Parce que les deux vont être constamment liés. D'accord ? Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les mecs sont descendus dans la rue. Voilà. Tout simplement. Il y a eu, je ne sais plus combien, de semaines de grève. En 95, il y a eu 5 semaines. On n'était pas nombreux. 81. 5 semaines dans les transports. 5 semaines dans les transports. Non, 3 semaines dans les Ah oui, transports. non, c'est ça. 3 semaines dans les transports en 95. 3 semaines. Mais il y a 2 mesures qui sont passées. Et ces 2 mesures, c'est celles qui visaient à réduire le déficit de la sécurité sociale. Accroissement des tarifs d'accès à l'hôpital et restrictions sur les médicaments remboursables, sur certains médicaments remboursables, d'accord, et blocage de l'imposition des allocations familiales versées aux familles. D'accord. Augmentation des cotisations maladie pour les retraités et les chômeurs.
Ça, c'est passé à l'époque. 99, loi de financement de la sécurité sociale. 99, c'est le doux gouvernement Jospin. Alors, donc il crée un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, je glisse dessus, on le retrouvera après. 2000, création de l'Institut de propagande. L'Institut de propagande, c'est le Conseil d'orientation de la retraite, c'est comme ça que je l'appelle. Pourquoi? Sous prétexte d'étudier la question des retraites en France. Hein, donc, Conseil d'orientation des retraites. Hein. Donc c'est composé d'un tas de gens, des parlementaires, des représentants des partenaires sociaux, des experts, surtout les experts. Un membre du Conseil d'État. Voilà. Actuellement, c'est Raphaël Hadas-Lebel. Ça vous dit rien, ce nom-là? Raphaël Hadas-Lebel. Ça vous dit rien, ce gars-là? Non. C'est le gars qui a fait la loi Fillon de 2003. Ah oui, d'accord. Voilà. Il a été au Conseil d'État, il a été chez Raymond Barre, là je vais très vite, CNPF, machin, il est vice-président de l'Institut Aspen France. Ça non plus, ça ne vous dit rien. Si. Aspen. ASPEN. Eh bien, l'Institut Aspen, il est très intéressant. Les Instituts Aspen, parce qu'il y en a un par pays, c'est un réseau international d'échange et de réflexion fondé en 1950 à Aspen, d'où son nom, c'est au Colorado, aux États-Unis. Ils ont pour but d'encourager l'ouverture sur le monde, la prise d'initiative et l'exercice des responsabilités au service du bien commun. Oh, comme ils sont gentils. Hein. C'est Raymond Barre qui l'a créé en 83. Eh oui. Voilà. Donc il a eu divers présidents, dont un des derniers était Michel Pébreau. Vous savez, le gentleman de Paris-Bas. Voilà. Donc c'est ces gens-là qui sont dans le corps, hein, entre autres. Voilà. 2003. Je vais vite. Hein. 2003, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite loi Fillon. Donc là, c'est toujours les mêmes motifs qui sont invoqués, démographiques. Vous connaissez le système. On vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps. Social. Motif social, ça c'est très intéressant. Il faut corriger les inégalités qu'il y a. Oui, parce que c'est pas ça dans ce pays. Oui. Oui, par exemple, il y a des gens qui cotisent moins que d'autres, moins longtemps. Ça ne va pas. Bien. Sauf les députés. Et puis, sauf les députés et les sénateurs. Et puis un motif qui est le motif de la liberté, de la retraite à la carte. Ah, bon. Chacun doit pouvoir décider de... Ça, c'était le petit truc. Voilà. C'est la cerise sur le gâteau. Ok. Motif budgétaire, dernier motif. Bah, il faut garantir le financement des retraites. On nous fait le coup encore, là, tous les jours. Hein. Garantir le financement des retraites. Donc ça a donné lieu, Jospin, le PERP, je ne sais pas si vous vous souvenez, le PERCO, hein, donc des systèmes de retraite par capitalisation, facultatif certes, mais... Ça y va, les fonctionnaires, ils y vont fort, le PERCO. Voilà. Toutes ces réformes-là, jusqu'à maintenant, il y a eu allongement de la durée, ainsi de suite, il n'y a eu aucune augmentation des cotisations patronales. Il faut quand même le noter. Hein. Aucune. 2010. Ah, 2010. Le Conseil d'orientation des retraites, le corps, rend public un rapport en avril. Là, il dit, voilà, la crise financière de 2008, ça a été dramatique. Le chômage augmente. Si. Ça fait une baisse des cotisations.
les types du baby-boom partent à la retraite. Tout ça, ça nous fait un pataquès. Les caisses ne vont plus pouvoir suivre. Donc, il faut faire quelque chose d'urgence. C'est ce que dit le corps. Et ça donne donc la loi du 9 novembre 2010. Relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans à partir de 2011. Relèvement progressif de 65 à 67 ans à partir de 2016. On l'oublie, hein, mais ça va venir. De l'âge à partir duquel ne s'appliquent plus les calculs de décote, ce qu'on appelle les abattements pour départ anticipé, on appelle ça comme ça aussi. D'accord ? Si on n'a pas le nombre de trimestres, vous savez. Une augmentation du taux de cotisation de la retraite des fonctionnaires, étalée sur 10 ans. Relèvement de 2 ans de l'âge de départ à la retraite de certaines catégories de fonctionnaires dites catégories d'actifs, pompiers, militaires, nanana. Utilisation anticipée du fonds de réserve des retraites, créé par Jospin en 99. Et ben le voilà. Ils l'ont pris. Il existait. Il existait, il est passé à la trappe, il a disparu. Il a disparu. Oui, il a été utilisé. D'accord. Et pas reconstitué. Hein. Non. Et l'autre aussi. Gel de l'effort financier de l'État pour le financement des régimes de retraite des fonctionnaires. Voilà. Allongement de la durée de cotisation de 41 à 41 ans et demi à l'horizon 2020. Et elle, il faut être cohérent, elle aide à l'embauche des plus de 55 ans. Bah oui. Bah oui. Tu vois qu'il y a une solution. 2013, réforme Hollande. Jean-Marc Ayrault. Alors, le gouvernement s'est appuyé sur le fameux rapport de Yannick Moreau, là, publié en juin 2013, hein, qui porte le doux nom de « Nos retraites demain, équilibre financier et justice ». Les arguments repris par le gouvernement sont les mêmes. Hein. Il faut sauver les régimes par répartition, équilibrer un équilibre financier et la justice sociale. Bah oui, c'est pour la justice qu'ils font ça. Hein. Le problème est démographique, moins de cotisants, plus de retraités. Hein, on connaît ça. L'espérance de vie augmente, donc il faut travailler plus longtemps. Il ne faut pas obérer la compétitivité des entreprises françaises. Pas. Sans oublier qu'une réforme du système de retraite est demandée par Bruxelles. Elle est demandée par Bruxelles, je vais vous en lire des extraits, le 29 mai 2013. Avant la fin de l'année 2013, dit Bruxelles. Ils disent à François, dépêche-toi mon bonhomme, s'il te plaît. Adapter les règles d'indexation en augmentant encore l'âge légal du départ à la retraite, la durée de cotisation, éviter une augmentation des cotisations sociales patronales. Réduire le coût du travail, notamment en adoptant d'autres mesures pour réduire les cotisations sociales patronales, faire en sorte que le salaire minimum évolue d'une manière propice à la compétitivité, c'est beau ça, et à la création d'emplois. Autrement dit, il ne faut plus payer les mecs. Hein? Déjà, on aura dit qu'ils étaient trop payés depuis certains temps. Compte tenu de l'existence de dispositifs de soutien des salaires et d'exonération sociale. Donc, les mesures principales, vous les connaissez, je passe directement à la conclusion. Où est le problème? Le problème, c'est que quand on parle de tout ça, on ne parle pas des véritables enjeux des régimes de la bataille des retraites. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'ils dérangent tout le monde. Lors des réunions avec mes camarades qui sont au collectif national de lutte pour les retraites, dont le sigle dynamique, je vous le rappelle, est un vélo, ils l'ont choisi eux-mêmes, mais ils l'ont mis en plusieurs couleurs. Hein. Dès le premier jour, on savait, en rentrant dans la salle, que c'était perdu d'avance.
puisqu'ils disent, bon, on va se battre, mais ça va être dur avec un gouvernement socialiste. On ne va pas pouvoir faire descendre les gens dans la rue. Voilà. Nos amis d'Attaque, puisque c'est Attaque et Copernic qui étaient à la manœuvre quand le comité a été créé, c'est eux qui l'ont créé. Voilà, c'est l'inénarrable. Comment il s'appelle celui-là? Calfa. Calfa. L'inénarrable Calfa. Bon, voilà. Il faut que je tombe que celui-là. Donc, quels sont les enjeux de la bataille des retraites? Parce que pour nous, il y a des enjeux. D'abord, le premier enjeu, c'est de préserver le droit de bien vivre pendant sa retraite. On doit estimer que c'est un droit de bien vivre pendant sa retraite. Et pour nous, au MPEP, c'est un des enjeux. Voilà. On vit plus longtemps, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler plus longtemps, ça veut dire qu'il faut consacrer aux retraites une part plus importante de la richesse nationale. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les retraités, c'est une richesse. Oui. Dire Bernard. En 70. Et qui c'est qui vit plus longtemps? Moi j'ai envie de poser une question quand même. En 70. Qui vit plus longtemps? Non, l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé diminue, mais l'espérance de vie augmente. Comment ça diminue? Et qui tu vas voir d'ici quelques temps, on va discuter autrement. On consacrait 5% en 1970 du PIB pour les retraites, 12% environ en 2010. Il faudrait consacrer 20% en 2050. D'accord? Ce qui n'est pas un problème, en 40 ans, entre 2010 et 2050, le PNB a été multiplié par 4. Par 4. Je pensais que c'était par 2, par 4. A doublé, pardon. Par 2. A été multiplié par 2 en 40 ans, excusez-moi. A été multiplié par 2 en 40 ans. Il sera multiplié par 2 en 40 ans. Donc, ce n'est pas un problème de consacrer 20%. D'accord? Deuxième enjeu, interdire aux banquiers, assureurs et financiers de faire main basse sur les retraites. Parce que c'est ça l'enjeu aussi. Donc, l'idée c'est qu'ils veulent récupérer cette masse énorme de cotisations pour la placer sur les marchés financiers. Donc ça c'est le deuxième enjeu. Troisième enjeu, c'est de briser la volonté des classes dirigeantes d'organiser l'insécurité des retraites. Des retraités. L'insécurité des retraités après celle des salariés. Repousser l'âge légal ne repousse pas l'âge de fin d'activité. Hein, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Comme disait la camarade, puisque de toute façon, les employeurs se débarrassent des vieux travailleurs, entre guillemets. Le but est de les faire partir au même âge avec une pension plus faible. C'est ça le but. C'est le moyen pour le capital d'obliger, entre guillemets, les gens à épargner. Donc voilà, comme de toute façon, vous n'allez pas pouvoir, vous ne voulez pas aller à 70 ans, il faut épargner. C'est l'un ou l'autre, c'est fromage ou dessert. Notre quatrième chose, c'est d'imposer un nouveau partage des richesses. En 30 ans, la rétribution du travail dans la richesse nationale a baissé de 10%, c'est-à-dire 170 milliards d'euros. Parallèlement, les dividendes versés aux actionnaires sont passés de 3,2% du PIB en 82 à 8,5% en 2009. D'accord ? Il faut les faire baisser, et notamment pour financer les régimes de retraite. Autre enjeu, supprimer le chômage et la précarité en développant des productions et services permettant de répondre aux besoins sociaux tout en organisant la conversion écologique de l'économie. Le chômage et la précarité privent de recettes les régimes de protection sociale, on est d'accord. Il faut donc les supprimer. C'est possible grâce au droit opposable à l'emploi dont on parlait hier, qui permettra, partie en tout cas, la relocalisation de l'économie, la conversion écologique du mode de production et la création d'emplois dans les secteurs non marchands pour répondre aux besoins de la population. Le financement des retraites ne doit pas alimenter l'économie marchande, sans tenir compte d'ailleurs de la crise écologique. Il ne faut pas augmenter le gâteau, c'est-à-dire le PIB, il faut changer le gâteau.
passer de productions futiles à des productions utiles, de productions nuisibles à des productions saines. Les 15 millions de retraités ne dépendent pas du travail des actifs par leur consommation. Ils créent des millions d'emplois, ils sont eux-mêmes actifs car ils travaillent et créent de la valeur d'usage non marchande, les retraités. Il faut bien sûr sortir de l'Union européenne et prendre des mesures protectionnistes universalistes pour développer notre système social et le promouvoir à l'étranger. Bon, je fais plus vite. Soumettre le PS à la question sociale, c'est-à-dire que le PS participe depuis l'origine à la casse des régimes de retraite. Il adopte ce qu'il appelle une posture responsable. Vous l'avez entendu, une posture responsable. C'est-à-dire, ça consiste à plier devant les milieux d'affaires. Voilà. Donc, les luttes doivent être fortes pour re-questionner le PS là-dessus. Vouloir, il a dit hier. Vouloir. Développer un travail libéré que font les retraités, prémisse d'un socialisme du XXIe siècle. Les retraités travaillent. Pour le comprendre, il suffit de faire la différence entre le travail et l'emploi. Voilà. Le travail, c'est la production, l'activité de production de biens de services qui permet de répondre aux besoins individuels de la population. L'emploi, c'est le cadre, souvent juridique, dans lequel on exerce un travail. Les retraités travaillent, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils travaillent en se mettant à la disposition des autres, de leur famille, de leur voisinage, dans les associations, ainsi de suite. Ils réinvestissent leur qualité professionnelle et sociale sous des formes différentes, non marchandes. Ce travail ne s'exerce pas sur le marché du travail, ils n'ont pas de lien avec de subordination avec un employeur, ils décident de ce qu'ils font, c'est un travail émancipé, un embryon de contrôle des citoyens sur l'économie. Leur pension est un salaire à vie, inaliénable, sans contrepartie. Salaire différé. Oui, mais Et à vie. leur pension est un salaire. Quand ils la touchent, c'est un salaire à vie. On considère, enfin, au NPEP, on considère que c'est un salaire à vie. D'accord. L'activité de retraite préfigure un socialiste du XXIe siècle, donc sans marché du travail, sans salariat, sans employeur qui exploite, en tout cas. Voilà. Donc j'ai terminé. Vous avez vu que la bande de Hollande fait la même chose que la bande de Sarko.